Tu connais la phrase de Stephen Hawking ? La meilleure preuve que nous ayons que les voyages dans le temps ne sont pas possibles et ne le seront jamais, c'est que nous n'avons jamais été envahis par des hordes de touristes venus du futur. Mais que se passerait-il si ces visiteurs voyageaient bien jusqu'à notre époque, mais qu'ils le faisaient en cachette ? Il se peut même que tu aies déjà rencontré l'un d'entre eux. Découvrons les voyageurs du temps les plus célèbres. Je te présente Orin. C'est un cyborg qui nous vient de l'année 2050 pour empêcher la prochaine fin du monde. En 2020, il est apparu dans une émission de télévision où il a dit que le monde entier était à l'intérieur de la matrice. Il a ensuite fait la une des journaux et a donné une interview à une chaîne YouTube populaire. Pour prouver qu'il était bien un cyborg, il a fait une démonstration de sa voix robotique, qui pourrait tout aussi bien être fabriquée à l'aide d'un simple programme informatique. Et il s'est aussi désigné par le terme « nous », car il s'est déclaré être une conscience collective venue sauver l'humanité. Orin est devenu célèbre pour ses prédictions sur l'avenir proche, mais il s'est avéré que de nombreux experts avaient déjà annoncé ces conjectures auparavant. Il a également déclaré qu'une énorme entreprise était en train de supprimer l'humanité et que nous nous trouvions à l'intérieur d'une simulation informatique complexe. Si nous ne nous améliorions pas ou ne prenions pas soin les uns des autres et de la nature, la fin commencerait en 2050. Orin n'apparaît plus dans les grandes émissions, mais il a une petite base de fans qui se passionnent pour toutes sortes de théories fantastiques. Un autre voyageur du temps se nomme Adam Archon et il nous arrive de 2045. Sur YouTube, on trouve une interview de lui dans laquelle il a partagé quelques détails sur l'avenir des États-Unis. Après quoi, la vidéo est devenue virale et a fait la une de nombreux journaux. Archon a indiqué que le dernier président officiel du pays serait la fille de Martin Luther King III, Yolanda Renee King, et qu'elle deviendrait le plus grand président américain de l'histoire. Un autre événement passionnant qu'Archon a annoncé est censé se produire en 2028. Il a affirmé que les gens découvriraient l'existence de civilisations extraterrestres. Il a ajouté que ces créatures ne viendraient pas de l'espace. Le voyageur a également noté que le monde passerait à une monnaie numérique unique et que tout l'argent liquide disparaîtrait. Bien sûr, personne ne l'a cru. Alors, les experts lui ont fait passer un test au détecteur de mensonges. Et Adam Archon l'a passé avec succès. Il a dit qu'il avait une puce dans la main pour faciliter le voyage dans le temps. Une civilisation extraterrestre arriverait sur Terre en 2028 et en 2045, les gens seraient plus proches des robots. Le détecteur de mensonges n'a pas indiqué qu'Archon mentait. Mais cela ne signifie pas qu'il dit la vérité, puisqu'on peut tromper l'appareil à l'aide d'un entraînement spécial. Quoi qu'il en soit, en 2028, nous saurons si Archon avait raison ou tort. Tous ces voyageurs du temps arrivent dans le passé, mais pour une raison inconnue, n'utilisent pas les connaissances du futur. Et toi, que ferais-tu si tu pouvais revenir 50 ans en arrière ? Peut-être investirais-tu de l'argent dans des actions d'une jeune entreprise qui deviendra une grande société extrêmement lucrative. Dans ce cas, tout le monde croirait que tu viens vraiment du futur. Et d'ailleurs, un homme l'a fait. Il a investi $800 en bourse et en a tiré 350 millions de dollars. Ce type s'appelait Andrew Carlson et il a touché un gros lot en 2003. Cependant, il n'a pas réussi à profiter de sa toute nouvelle richesse car le FBI est venu le chercher. Andrew avait vendu des actions et en avait acheté d'autres avec beaucoup de succès. En quelques mois, il était ainsi devenu millionnaire. Mais la Commission des valeurs mobilières ne pouvait pas croire à de telles coïncidences et elle a donc appelé le FBI. Pendant l'interrogatoire, tout le monde était persuadé qu'Andrew commencerait à se justifier et à dire qu'il avait eu de la chance. Mais au lieu de cela, il a répondu calmement qu'il venait de l'année 2256 avec l'aide d'une machine à voyager dans le temps. Bien sûr, personne ne l'a pris au sérieux. Mais lorsque le FBI a commencé à chercher des informations sur cet homme, il n'a rien trouvé. Andrew Carlson n'avait aucun papier. Il ne figurait dans aucune base de données. Il était sorti de nulle part et avait commencé à gagner beaucoup d'argent. Il a été interrogé pendant environ 4 heures et il s'est comporté plutôt calmement. Il semblait dire la vérité. Cependant, il ne leur a pas révélé où se trouvait la machine à voyager dans le temps. Lorsque la presse a découvert cet homme, il est immédiatement devenu une célébrité. Des sites d'information très connus ont commencé à écrire sur cet homme.
Des articles sont parus au Japon, en Australie, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Et bien sûr, les journalistes ont commencé à appeler le FBI pour obtenir plus de détails sur ce type. Et le FBI leur a dit que toute cette histoire était une fiction et qu'il n'y avait pas d'Andrew Carlson. Des informations à son sujet sont apparues sur une page internet connue pour ses fake news. À un moment donné, l'article sur le voyageur du temps s'est retrouvé sur Yahoo, où il est devenu viral. Ainsi, comme nous le voyons, toutes les déclarations sur les voyageurs dans le temps sont soit des fictions, soit des mensonges. Ce sujet des voyages dans le temps est apparu grâce à des films et des livres fantastiques qui le développaient. La culture populaire a beaucoup influencé ce concept et a créé plusieurs théories affirmant que le voyage dans le temps était réel. Et certaines personnes y croient vraiment, en particulier celles qui ne sont pas du tout scientifiques. Mais justement, qu'en pensent les pros? De tels voyages sont-ils vraiment impossibles? Essayons de le découvrir. Les scientifiques disent que oui, le voyage dans le temps est une réalité, car en fait, nous voyageons déjà dans le temps. Le temps avance et nous avec lui. Nous pouvons appeler cela un voyage. Mais si nous devons nous rendre dans le futur ou retourner dans le passé, tout devient beaucoup plus compliqué. Tu te souviens de la théorie de la relativité d'Einstein? Elle affirme que le temps se déplace par rapport à l'observateur et qu'il n'a pas de valeur constante. Pour mieux comprendre, voici un exemple simple. 10 cheveux sur ta tête. Est-ce beaucoup ou peu? 10 cheveux dans un bol de soupe. Est-ce beaucoup ou peu? Tout est donc relatif et dépend des conditions. La même chose se produit avec le temps et l'espace. Si nous nous déplaçons à une vitesse phénoménale, proche de la vitesse de la lumière, alors le temps ralentit pour nous. La perception du temps devient différente pour une personne qui court et pour une personne qui reste immobile. Si nous nous trouvons à proximité d'un objet lourd, disons 1000 fois plus lourd que le Soleil, le temps à côté de cet objet ralentit également grâce à sa forte gravité. En ce sens, le voyage dans le temps est possible si tu es une personne âgée et que tu rencontres ton ami aussi jeune qu'il y a 50 ans. Pourquoi es-tu si jeune? Oh, j'ai juste volé dans l'espace à une vitesse phénoménale pendant tout ce temps, c'est tout. Mais cela ne veut pas dire que cet ami est resté assis dans son vaisseau durant 50 ans et qu'il n'a pas vieilli. Non, le temps était différent pour lui. Pour toi, sur Terre, 10 ans représentent une longue période. Mais pour lui, ces 10 ans ont passé comme une demi-heure. La gravité et la vitesse courbent le temps. C'est pourquoi l'astronaute Scott Kelly, qui a passé 1 an et demi en orbite, est devenu 5 millisecondes plus jeune que son frère jumeau après être revenu sur Terre. Tout ce temps, Scott l'a passé à l'intérieur du vaisseau volant en orbite à grande vitesse et il était aussi plus éloigné du centre gravitationnel de la planète. Le temps a donc été plus lent pour lui de 5 millisecondes que pour son frère. Objectivement, le temps s'écoule toujours à la même vitesse, mais sa vitesse change à l'intérieur des perceptions des différents observateurs dans des conditions différentes. C'est même l'objet de la théorie de la relativité. Mais qu'en est-il du saut dans le futur ou le passé, comme dans les films? Les trous de verre t'aideront à le faire. Il s'agit de quelque chose comme des tunnels qui traversent l'espace et le temps et qui peuvent relier différents segments de temps à différents endroits de l'univers. Ils sont comme des codes de triche qui peuvent briser les lois de l'univers. Les trous de verre sont insaisissables, ont des tailles différentes, sont imprévisibles, apparaissent dans l'espace et disparaissent. Mais leur principal problème est que les trous de verre n'existent que dans la théorie et la science-fiction, et n'ont jamais été observés dans notre univers par les scientifiques. Tu as sûrement déjà vu des films et lu des livres sur le voyage temporel. La plupart d'entre eux nous parlent d'une boîte futuriste dans laquelle on entre. Et en un clin d'œil, on se retrouve à une autre époque. Pour l'instant, il ne s'agit que de science-fiction, mais il existe des moyens de rendre le voyage dans le temps possible, du moins en théorie. C'est juste que la technologie n'est pas encore au point. Pour commencer, un voyage vers le futur pourrait être réalisé en voyageant à très grande vitesse. Mais pas seulement le genre de vitesse qui permette de récolter une contravention sur l'autoroute. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein en est à l'origine. Elle explique que le temps ralentit pour les objets qui se déplacent à très grande vitesse. La bonne nouvelle, c'est que des scientifiques ont déjà éprouvé cette théorie et qu'elle semble prometteuse. Ils l'ont fait à l'aide de 2 horloges identiques. L'une a été placée dans un avion à réaction, tandis que l'autre est restée au sol. Ils ont
constaté que l'horloge de l'avion tournait plus lentement que celle au sol en raison de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Plus un objet se déplace rapidement, plus le temps ralentit pour lui. À l'heure actuelle, les vitesses les plus élevées atteintes par la technologie humaine sont observées dans un type spécial de particules, appelées les neutrinos. Certains d'entre eux peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. À cette vitesse, une seconde pour eux équivaut à 11 mois pour nous. Nous pourrions également être en mesure de voyager dans le temps grâce à la gravité. Cette idée est également basée sur les découvertes d'Einstein, à savoir sa théorie de la relativité générale. Cette théorie explique que plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. Cela signifie que plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la force de gravité augmente. Si l'on y réfléchit bien, le temps s'écoule en fait plus lentement pour les pieds que pour la tête. C'est pour ça que je suis toujours en retard. Bonne excuse. Cet effet a également été mesuré à l'aide de la même stratégie avec 2 horloges identiques. Les scientifiques les ont placées sur des étagères à des hauteurs différentes et ont mesuré la vitesse de leur tic-tac. L'horloge placée sur l'étagère la plus basse s'est égrenée plus lentement parce qu'elle subissait une gravité légèrement plus forte. Mais cette option présente un inconvénient. Pour pouvoir voyager dans un futur lointain, il faut trouver un endroit où la gravité est extrêmement forte, comme un trou noir. Il s'agit d'un point de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. La gravité y devient si intense que la matière est comprimée dans un espace minuscule. Plus on se rapproche d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement. Cependant, il est très dangereux de passer par un trou noir, principalement parce qu'il s'agit d'un aller simple. Une fois que tu en franchis les limites, tu ne peux plus revenir en arrière. Fait amusant. Les systèmes GPS que nous utilisons sur nos téléphones et dans nos voitures doivent déjà tenir compte des effets de dilatation du temps pour fonctionner correctement. Cela est dû à la vitesse des satellites auxquels ils ont recours et à la gravité qui les affecte ici sur Terre. Sans ces corrections, le GPS de ton téléphone ne serait pas en mesure de te localiser très précisément. Quant à la troisième option, elle a moins à voir avec les forces inconnues de l'univers qu'avec notre propre corps. Les scientifiques tentent de trouver des moyens de voyager dans le temps en ralentissant nos processus corporels. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, à proprement parler. Techniquement, tu n'irais nulle part. Mais si ton corps reste immobile pendant une longue période, tu pourrais bien te réveiller dans le futur. Certains animaux, comme les ours et les écureuils, peuvent ralentir leur métabolisme pendant l'hibernation, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'autant de nourriture et d'oxygène pour survivre. Des spécialistes tentent de déterminer si l'homme peut accomplir la même chose. Ils travaillent sur les moyens de faire entrer les gens en hibernation de courte durée, pendant quelques heures pour commencer. Cela pourrait également s'avérer utile en CA d'urgence médicale, afin de stabiliser une personne avant qu'elle ne puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. En 2005, des scientifiques ont réussi à ralentir le métabolisme de souris en les exposant à une petite quantité d'un gaz spécial. Cependant, lorsqu'ils ont essayé de faire la même chose avec des animaux plus grands, cela n'a pas fonctionné aussi efficacement. Notre quatrième option pour voyager dans le temps est vraiment unique. Elle fait appel à un type particulier de raccourci qui pourrait exister dans notre univers, et qu'on appelle les trous de verre. Avant de poursuivre, essayons de comprendre de quoi il s'agit. Imagine 2 balles et un trampoline. Si aucune pression n'est exercée sur le trampoline, il reste plat. Imagine maintenant les 2 balles placées sur le trampoline de manière symétrique. Si tu les regardes sous cet angle, il est impossible qu'elles se touchent. Mais si tu exerces une pression suffisante sur le trampoline entre les 2 balles, ce textile souple peut s'étirer à tel point que les 2 objets pourraient potentiellement se toucher. La même chose se produit avec les étoiles dans différents systèmes stellaires. Elles sont suffisamment grandes pour que l'espace s'incurve autour d'elles. C'est pourquoi la plupart des planètes ont tendance à orbiter autour d'une étoile. Le tunnel entre ces 2 points serait un trou de verre. Ceci pourrait être utilisé pour parcourir de longues distances, comme 1 milliard d'années-lumière, ou même visiter des époques différentes. De nombreux scientifiques, comme le regretté Stephen Hawking, pensent que ces vortex peuvent apparaître et disparaître, mais qu'ils sont extrêmement petits, plus petits encore que des atomes. Le problème est que nous ne savons pas comment en attraper un et le rendre plus grand de façon à ce que les gens puissent l'utiliser. Cela nécessiterait beaucoup d'énergie et nous ne savons même pas si c'est possible. Certains astronomes affirment que même si nous pouvions trouver un trou de verre et y pénétrer, il s'effondrerait rapidement sur lui-même. La moindre masse supplémentaire, comme celle de notre corps par exemple, pourrait faire craquer le trou de verre, comme un élastique qu'on aurait trop étiré.
La 5e solution pour voyager dans le temps a été proposée par un physicien américain du nom de Ron Mallett. Elle fait appel à une ressource dont nous sommes certains qu'elle abonde dans l'univers, la lumière. Ce chercheur a proposé une théorie sur le voyage temporel qui utiliserait un cylindre de lumière en rotation. Il pense que si l'on dépose un objet à l'intérieur de ce cylindre tourbillonnant, il pourra être déplacé à la fois dans l'espace et dans le temps, de la même manière qu'une bulle se déplace lorsqu'on la fait tourner avec une cuillère dans son café. Selon Mallett, une forme adéquate du cylindre pourrait permettre de voyager à la fois dans le passé et dans le futur. Le physicien a tenté de collecter des fonds pour réaliser une expérience destinée à vérifier sa théorie. Cette expérience consiste à faire tomber de minuscules particules, les neutrons, à travers un arrangement circulaire de laser en rotation. Cependant, d'autres scientifiques affirment que la théorie de Mallett est irréalisable et qu'il n'est pas nécessaire de la tester outre mesure. Même si nous parvenions à trouver un moyen de voyager dans le passé ou dans le futur, cela se ferait-il sans danger ? Les experts évoquent depuis longtemps un problème appelé paradoxe du voyage temporel. La principale question est de savoir ce qui se passerait si l'on remontait le temps et que l'on faisait quelque chose qui changerait l'avenir. Toutefois, une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l'Université du Queensland indique que ce problème n'est peut-être pas si concret. Les scientifiques ont procédé à quelques calculs et ont découvert que même si tu avais changé quelque chose dans le passé, notre ligne temporelle finirait toujours de la même manière. Une autre variante de ce problème est appelée le paradoxe du grand-père. Imagine que tu remontes le temps et que tu empêches ton propre grand-père d'avoir une descendance. À bien y réfléchir, cela signifie automatiquement que tu ne devrais même pas exister en premier lieu. Si tes grands-parents n'ont pas eu tes parents, comment peux-tu être venu au monde après tout ? Aujourd'hui, les scientifiques sont certains. Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place ? Mais comment ça fonctionne ? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps ? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois ? D'anciens humains et dinosaures ? La naissance de l'univers ? Le futur ? Qui sait ? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible ? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil, parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme ? Par exemple, un cône ? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi ? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi ?
Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout-puissant. Comment ? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on ? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il ? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet ? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps ? Ne t'inquiète pas, on y arrive. Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait. Parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps reflété dans les rayons lumineux t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés.
Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum! Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir. Et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça. Et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée ? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur.
La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes comme le bleu deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir. Mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie, et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant. Sais-tu pourquoi l'océan est salé ? On n'en connaissait pas la raison jusqu'en 1979. La planète entière est recouverte par les océans et on n'avait aucune idée de l'origine de tout ce sel. On a d'abord pensé que les rivières en étaient la cause, car elles peuvent transporter des dépôts et des produits chimiques vers les étendues d'eau plus calmes. Ce n'est qu'à la fin des années 1970, lorsque les scientifiques sont tombés sur ce qu'on appelle les fumeurs noirs, qu'ils ont compris qu'ils étaient la cause de l'eau salée. Il s'agit de cheminées hydrothermales situées le long de la dorsale médio-océanique,
qui ont été créés par des sédiments de sulfure de fer provenant des profondeurs du noyau terrestre. Les dinosaures ont disparu il y a longtemps. Mais la façon dont cela s'est produit a fait l'objet d'un débat houleux au sein de la communauté scientifique pendant très longtemps. Jusqu'en 1991 précisément, l'année où le cratère Chicxulub a été découvert. C'est un grand trou situé sous la péninsule du Yucatan au Mexique. Beaucoup affirment qu'il s'est formé lorsqu'un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre. Le matériau le plus ancien jamais trouvé sur notre planète s'avère être plus ancien que tout notre système solaire. La météorite Murchison a atterri en Australie en septembre 1969. Mais nous n'avons fait cette découverte stupéfiante qu'après qu'une nouvelle analyse de ces débris ait été faite en 2020 seulement. Sais-tu qu'il existe un gratte-ciel en corail caché sous l'océan et que nous n'avions aucune idée de son existence jusqu'à très récemment? En 2020, une équipe de scientifiques australiens est tombée dessus en cartographiant le nord de la Grande Barrière de Corail. Il mesure 500 mètres de haut, soit davantage que l'Empire State Building. Mais il n'y a pas d'ascenseur. Sais-tu comment les montagnes sont apparues? On ne l'a pas su avant 1966, et cela concerne aussi les tremblements de terre et les volcans. On a donc envoyé des hommes dans l'espace avant même de comprendre comment et pourquoi la Terre sous nos pieds se met à trembler de temps en temps. Ce n'est qu'en 1966 qu'un scientifique nommé John Tuzo Wilson a publié un article dans la revue Nature, dans lequel il a expliqué que les continents et les océans se déplaçaient constamment. Il a également écrit sur l'activité tectonique, c'est-à-dire des phénomènes comme les tremblements de terre et la façon dont les montagnes s'élèvent à la surface de la Terre. Jusqu'en 2021, on n'avait pas encore cartographié une séquence complète du génome humain. Le concept de l'ADN a été présenté pour la première fois par un scientifique suisse en 1869. Mais les spécialistes ont continué d'ignorer la structure physique de l'ADN jusqu'à ce que Rosalind Franklin et Raymond Gosling l'aient photographié et aient découvert qu'il ressemblait à une double spirale. Tu t'es déjà demandé quel était le plus grand organisme vivant au monde ? Pendant longtemps, les scientifiques se sont aussi posé la question, mais ils ne sont tombés dessus qu'en l'an 2000. Il s'agit d'un champignon qui vit à 1 mètre sous terre, mais qui, selon les estimations, s'étend sur 9 km². Situé dans la Malheur National Forest, au sein des Blue Mountains de l'est de l'Oregon, il est surnommé l'armillaire couleur de miel. Jusqu'en 2002, on ne savait pas ce qui se trouvait au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. On savait que la Terre tournait autour de quelque chose, mais il nous a fallu attendre le 21e siècle pour comprendre qu'il s'agissait d'un trou noir supermassif, d'une masse 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil, situé dans une région de la Voie lactée appelée Sagittarius A. Cette découverte a eu lieu après l'invention du détecteur infrarouge de fumée. Si tu as du mal à imaginer devoir parcourir de longues distances sans valise à roulettes, sache qu'elle n'a pas fait son apparition avant 1970. Ce qui signifie que les astronautes qui sont allés sur la Lune ont dû trimballer leurs bagages à la main dans leur vaisseau spatial. La demande de brevet américain pour la valise à roulettes a été accordée en 1972. Mais pour être tout à fait honnête, les premiers modèles n'étaient pas très fiables. Ils avaient des problèmes de vacillement et de basculement, car de grandes valises étaient montées sur des essieux très étroits. Si tu regardes des photos de stars de cinéma des années 1940, tu verras que leurs cheveux étaient bien coiffés et gominés. Sais-tu que, d'après des découvertes récentes, même les anciens Égyptiens utilisaient une telle substance pour mouler les cheveux? Toutefois, les stars des années 40 n'utilisaient pas notre version moderne du gel, car cette invention n'est apparue que dans les années 1960. Ce que les gens utilisaient pour se coiffer à l'époque s'appelait du Brylcreem, un produit à la consistance cireuse inventé en 1929. Le gel pour cheveux tel que nous le connaissons aujourd'hui est arrivé un peu plus tard et a été inventé par un homme nommé Luis Montoya. Il est rapidement devenu tendance car il n'était pas aussi gras que les produits précédents. À l'époque de la Rome antique, pour s'essuyer, les gens utilisaient des bâtons avec une éponge accrochée au bout. Des feuilles de papier individuellement parfumées, qui avaient la même fonction, semblent avoir existé en Chine dès l'an 589. Aux États-Unis, le papier médicamenteux pour le water closet a été commercialisé à la fin des années 1850. Mais la variante douce et confortable du papier toilette n'a été commercialisée que dans les années 1930. Avec le bonus additionnel d'être complètement sans écharde, ce qui est fort appréciable. Des recherches modernes ont révélé que les anneaux de Saturne ont moins de 100 millions d'années environ.
Cela peut sembler beaucoup, mais si tu considères que le système solaire s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années, cela change un peu la donne. Certaines espèces de requins sur Terre sont présentes dans nos eaux depuis 4 fois plus longtemps que les anneaux de Saturne. On a pu tirer cette conclusion étonnante à l'aide de données récentes concernant la masse des anneaux de Saturne et leur proportion de poussière de glace. Comme beaucoup d'entre nous ont de plus en plus recours au commerce en ligne de nos jours, il est difficile de considérer le supermarché traditionnel comme une invention révolutionnaire. Mais il n'existe pas depuis aussi longtemps que tu le penses. Sais-tu comment est apparu le premier supermarché ? En 1916, un commerçant du nom de Clarence Sanders avait besoin d'une solution pour rendre son travail moins pénible. Car, à l'époque, il devait choisir lui-même tous les produits dans les allées et les livrer aux clients. Il a donc pensé à un nouvel aménagement du magasin avec une entrée par tourniquet. Les gens devaient parcourir le magasin dans une seule direction. Il s'est également assuré qu'il passait devant tous les produits disponibles. Les clients pouvaient choisir eux-mêmes leurs articles et devaient rapporter leurs produits chez eux. Le propriétaire du magasin pouvait drastiquement baisser ses prix puisqu'il avait besoin de moins de personnel pour gérer son entreprise. Savais-tu qu'il existe encore un État américain où le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire ? Le port de la ceinture de sécurité a longtemps été optionnel, mais les gens étant ce qu'ils sont, il a fallu mettre en place une règle plus stricte. L'État de New York a été le premier à adopter une loi qui rendait obligatoire le port de la ceinture de sécurité au volant, mais c'était seulement le 1er décembre 1984. Dans le New Hampshire, cependant, il n'y a encore aucune loi sur le sujet. L'ouvre-boîte moderne, celui avec la roulette dentée qui tourne, a été introduit sur le marché en 1870. Ce n'est peut-être pas très remarquable, mais cela semble étrange quand on pense que les aliments en conserve étaient déjà disponibles depuis plusieurs décennies. Avant cette invention, il fallait littéralement découper le haut de la boîte, près du bord extérieur, avec un ciseau et un marteau. Tu avais donc ta séance de sport en même temps que ton repas. Sais-tu que l'heure normalisée n'est devenue applicable par la loi qu'en 1880 ? Le système actuel que nous utilisons aujourd'hui, GMT, pour Greenwich Mean Time, est devenu une pratique courante dans la plupart des pays encore plus tard, quelque part vers la fin des années 1920. Avant, on avait simplement l'habitude d'estimer l'heure qu'il était en regardant la position du soleil dans le ciel. On a ensuite évolué vers l'utilisation d'horloges, mais elle dépendait toujours de la position du soleil dans une ville ou un village particulier. Cela signifie que l'heure pouvait différer légèrement entre deux communautés voisines. Et ce n'était pas si grave jusqu'à l'invention des trains. Comme on a commencé à voyager plus vite et sur de plus longues distances, il fallait trouver un moyen de savoir quand un train partirait et atteindrait une certaine destination, ce qui aurait été utile à tous les voyageurs dans divers endroits. Les trous noirs sont comme des omnivores. Ils mangent tout ce qui se trouve sur leur chemin si cela s'approche suffisamment, y compris les planètes, les étoiles, les nuages de gaz ou certains voyageurs intergalactiques très malchanceux. Non qu'ils aient particulièrement faim et s'en prennent aux objets spatiaux. Ils avalent simplement tout ce qui passe à proximité. Ils étirent les corps spatiaux géants jusqu'à ce qu'ils soient fins comme des spaghettis et les déchirent atome par atome. Un trou noir est une énorme quantité de matière qui se trouve dans un tout petit paquet. C'est comme si tu comprimais une étoile 10 fois plus grande et plus massive que le Soleil dans une petite zone ayant le diamètre de la ville de New York. Tu obtiens un puits extrêmement massif, compact et dense, avec une gravité si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Pas même un autre trou noir. Ils n'ont pas de point fixe dans l'espace. Les étoiles, planètes, astéroïdes, comètes, trous noirs et tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement constant. C'est pourquoi les choses deviennent si chaotiques de temps en temps. Au cœur d'une galaxie, des chercheurs ont découvert un trou noir géant en train d'être mangé par un trou noir encore plus grand. Un trou noir peut devenir extrêmement gros. Au centre de la plupart des galaxies géantes se trouvent des trous noirs qui peuvent atteindre des millions ou des milliards de fois la masse de notre Soleil. L'une des façons de devenir aussi gros est d'avaler d'autres trous noirs de son espèce. Un trou noir qui fusionne avec un autre trou noir est l'une des choses les plus énergiques et les plus puissantes de l'univers. Il y a 1,3 milliard d'années, deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Le plus grand tire le plus petit vers l'intérieur, et maintenant ils sont emprisonnés ensemble dans une spirale. Avec le temps, cette orbite commence à se désintégrer, mais très lentement.
Ces deux trous noirs se rapprochent constamment l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, les disques de poussière et de gaz en orbite qui les entourent se mélangent et créent un tourbillon intense, qui s'étend et monte assez haut au-dessus du centre de ce disque. À un moment donné, ils finissent par fusionner en un seul très grand trou noir supermassif. Pendant qu'ils fusionnent, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ces ondes nous en disent beaucoup sur les trous noirs, mais elles ne peuvent pas révéler leur position précise. Les scientifiques ont donc besoin d'un signal électromagnétique qui permette de trouver l'emplacement du trou noir, comme des ondes radio, des rayons X ou un flash de lumière. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs, mais nous pouvons détecter leur effet sur les objets spatiaux qui les entourent. Lorsqu'un trou noir traverse un nuage de matière, sa forte gravité attire la matière vers l'intérieur. Si une étoile ou une planète s'approche suffisamment, la même chose se produira. La matière attirée s'accélère alors, ce qui signifie qu'elle commence à se déplacer très rapidement et elle se réchauffe. Le trou noir commence alors à émettre des rayons X qui se diffusent dans la zone qui l'entoure. L'énergie des rayons X affecte le voisinage et peut, par exemple, stimuler la croissance de nouvelles étoiles. Et enfin, boum, ils entrent en collision. C'est une explosion massive d'énergie, l'un des plus grands bangs depuis le Big Bang. En moins d'une seconde, cette collision a émis plus d'énergie que toutes les étoiles de l'univers visible réunies au même moment. Les trous noirs peuvent donc devenir énormes, mais pas toujours. Les trous noirs de masse stellaire ont une masse similaire à celle du Soleil et ils peuvent être très petits. Celui que les scientifiques ont découvert en 2019 est situé à 10 000 années-lumière de nous et ne fait que 19 km de diamètre. Ils ont une réputation de destructeurs, mais ils ne sont qu'une autre source de force gravitationnelle, comme les étoiles. Cela signifie qu'il est possible pour un corps spatial d'être en orbite autour d'eux, s'il se déplace assez vite bien sûr. Mettons qu'il existe un trou noir ayant la même masse que le Soleil. La vitesse à laquelle un corps spatial devrait se déplacer est la même que celle nécessaire pour tourner autour de notre Soleil, si la distance est la même. Ça, c'est la théorie. En pratique, les planètes n'orbitent pas vraiment autour des trous noirs, car ceux qui ont une masse similaire à celle de notre étoile-mère sont pour la plupart les restes d'étoiles géantes qui n'avaient plus de combustible nucléaire et ont fini par exploser. C'est ainsi que les trous noirs sont créés en premier lieu, et il y a de fortes chances qu'aucune des planètes voisines n'y survive. Mais il y a 30 ans, les scientifiques ont découvert les premières planètes au-delà de notre système solaire. Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d'un pulsar, qui est aussi une sorte de vestige de supernova. Nous ne savons pas comment elles ont survécu à l'explosion de leur étoile-mère. Il est possible qu'elles aient été créées après l'explosion à partir des débris qui se sont formés. Les scientifiques ont même une théorie selon laquelle les trous noirs sont peut-être des trous de verre, soit des sortes de tunnels vers d'autres galaxies. Cela signifie qu'ils ne détruiraient pas les objets qu'ils avalent, mais les enverraient quelque part. La théorie affirme que l'objet qui entre et sort de l'autre côté quitte le tunnel par quelque chose d'opposé au trou noir, un trou blanc. Il pourrait ressembler à son alter ego, donc être en rotation et de masse similaire. Il pourrait y avoir un anneau de gaz et de poussière autour de l'horizon des événements, qui est le point de non-retour, la partie d'un trou noir d'où rien ne s'échappe. Contrairement à un trou noir, un trou blanc laisse partir la lumière et toute la matière, mais rien de tout cela ne peut entrer à nouveau dans le portail. Il y a environ 50 ans, Stephen Hawking a réalisé que les trous noirs laissaient échapper de l'énergie. Les scientifiques ont alors développé la théorie selon laquelle un trou blanc pouvait naître d'un trou noir. Ils ne savent toujours pas comment le trou noir disparaît, mais dans ce scénario, il deviendrait si petit qu'il ne pourrait plus avoir cette gravité si forte qui lui fait avaler d'autres objets. Il pourrait alors se transformer en un trou blanc. Un tel trou aurait une masse très faible, proche de celle d'un cheveu humain. Il ne serait pas aussi spectaculaire que son ancêtre le trou noir, mais il cacherait encore des mystères en son sein, les informations de tous les objets spatiaux qu'il a avalés auparavant. Il finirait par recracher ces informations et deviendrait si gros qu'il dominerait l'univers. Le comportement des trous blancs, à l'opposé des trous noirs et de toute cette aspiration de la matière vers l'intérieur, pourrait être comparé à l'explosion du Big Bang, où l'univers est en expansion et où de nouveaux objets se forment. Mais même si cela se produit, ce ne sera peut-être possible que dans des milliards d'années. Et il y a un problème. Même si de grands trous blancs se formaient quelque part dans l'espace, ils ne dureraient probablement pas très longtemps.
Les objets sortants entreraient en collision avec la matière en orbite, et tout le système s'effondrerait et se transformerait à nouveau en trou noir, puisqu'il se forme aussi après des explosions de supernovas. Les étoiles, astéroïdes, comètes, galaxies et planètes, tous ces objets spatiaux que nous pouvons voir, ne représentent que 5% de l'univers. Environ 25% pourrait être de la matière noire, une substance mystérieuse que nous ne pouvons pas vraiment voir, mais dont nous supposons l'existence parce que tout dans l'univers se déplace selon son rythme gravitationnel. Cette matière noire est un peu comme une toile d'araignée. Elle maintient ensemble toutes ces galaxies qui se déplacent très vite. Sa jumelle maléfique s'appelle l'antimatière. Les particules d'antimatière sont comme la version opposée de la matière. La même masse, mais une charge électrique opposée. Lorsqu'elles entrent en collision, l'antimatière efface la matière ordinaire et le résultat est de l'énergie pure. La matière noire fait probablement en sorte que l'univers s'étende encore plus vite qu'avant. Selon l'une des dernières théories, elle pourrait être responsable de l'énorme impact d'astéroïdes qui a fait disparaître les dinosaures. L'univers n'a pas de centre, mais les galaxies en ont un. La Terre fait un cercle autour du centre de la Voie lactée une fois tous les 250 millions d'années. Cette orbite n'est pas simple, mais nous pouvons la prévoir approximativement. Une fois tous les 60 millions d'années, nous traversons la région encombrée de notre galaxie, connue sous le nom de disque galactique. En même temps, nous pouvons suivre certaines extinctions de masse brutale dans l'histoire de notre planète, notamment l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures il y a environ 66 millions d'années. Le professeur Rampino de l'Université de New York suggère que la matière noire possède une gravité qui pourrait projeter des corps spatiaux proches sur la trajectoire de la Terre chaque fois que nous entrons dans le disque galactique. Cela signifie que certains astéroïdes et comètes qui sont a priori éloignés de nous sont projetés vers notre planète. Le plus grand objet de l'univers, du moins à notre connaissance, est la Grande Muraille Hercule Corona Borealis. C'est un amas de galaxies de 10 milliards d'années-lumière de diamètre, liées entre elles par la force gravitationnelle. La plus grande galaxie elliptique s'appelle IC1101 et a un diamètre de 4 millions d'années-lumière. La plus petite galaxie que nous ayons découverte jusqu'à présent, SEG2, a un diamètre d'un peu plus de 200 années-lumière. Elle est assez terne et ne compte que 1000 étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie compte 100 milliards d'étoiles.